Dans le désert péruvien, à Nazca, s'étend un ensemble de tracés monumentaux. Ce lieu d'apparence stérile et inhospitalière est l'une des zones les plus arides de la planète. Les pluies sont rarissimes, l'érosion quasiment inexistante et la surface caillouteuse oxydée par le soleil forme une croûte sombre qui, une fois retirée, laisse apparaître une couche plus claire de sable et de gypse. C'est cette particularité géologique et climatique qui a permis à ces dessins monumentaux de traverser le temps presque intact. Les lignes de Nazca s'étendent sur une superficie de plus de 500 km². Elles couvrent une zone vaste et complexe où se mêlent de longues droites qui filent à perte de vue, des figures géométriques et des représentations animales et végétales stylisées. Les formes les plus spectaculaires se concentrent dans une zone rectangulaire d'une trentaine de kilomètres de long. Mais d'innombrables tracés secondaires apparaissent bien au-delà, jusque dans les vallées avoisinantes. Depuis le sol, ces sillons se confondent avec les ondulations du désert, mais dès qu'on s'élève au-dessus de la plaine, leur véritable ampleur surgit, un condor de plus de 100 mètres, un singe aux proportions démesurées, une araignée aux pattes déployées, et le plus intriguant pour moi, des lignes parfaitement droites qui traversent la pampa sur plusieurs kilomètres sans la moindre déviation malgré les obstacles. Bien que certaines de ces marques aient été aperçues au sol par les premiers colons espagnols, elles furent longtemps prises pour de simples chemins. Le chroniqueur Pedro Chiesa de León les mentionne dès 1553 dans sa chronique du Pérou, mais sans saisir leur signification. Il fallut attendre 1927 pour que l'archéologue péruvien Toribio Meira Chespe les décrive véritablement lors de ses explorations dans la vallée de Nazca. Pourtant, ce n'est qu'avec l'apparition de l'aviation que leur mystère prit toute son ampleur. Dans les années 1930 et 1940, les premiers survols de la région révélèrent ce que personne n'aurait pu imaginer depuis le sol, un immense ensemble d'images tracées à l'échelle du paysage, visibles seulement depuis le ciel. L'archéologue Paul Kosok fut l'un des premiers à les étudier de cette manière, bientôt suivi par Maria Reich, qui leur consacra sa vie entière. C'est dans cette combinaison improbable entre un désert figé depuis des millénaires et l'œil nouveau que l'homme porta depuis les airs que naquit le mystère des lignes de Nazca, un héritage colossal dont la fonction nous échappe encore. Selon la chronologie communément admise par l'archéologie, les géoglyphes de Nazca auraient été réalisés entre environ 200 avant notre ère et 600 après Jésus-Christ, soit au moment où la culture Nazca s'épanouissait dans cette région du Pérou. Cette datation repose sur un faisceau d'indices indirects, des pieux de bois retrouvés à proximité de certaines lignes, dont quelques-uns ont été datés par radiocarbone, ainsi que des fragments de céramique de style Nazca collectés en surface. Ces éléments ont conduit les chercheurs à associer la réalisation des tracés à ce peuple. Mais il est important de souligner leurs limites. La présence d'artefacts Nazca sur place atteste avant tout que cette culture a occupé et fréquenté le site, mais ne constitue pas une preuve formelle qu'elle soit l'initiatrice du projet. En réalité, les lignes elles-mêmes sont indatables. Elles consistent en un simple dégagement de pierre qui ne contient aucun élément organique mesurable. Tout ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que certaines lignes ont au minimum 14 siècles d'ancienneté. Mais rien n'interdit qu'elles soient beaucoup plus anciennes. Les poteries ou restes organiques peuvent très bien avoir été apportés à Nazca bien après la création des géoglyphes. Autrement dit, les indices périphériques fixent une borne minimale, non l'âge réel des tracés. Cette incertitude laisse ouverte la question de l'identité réelle des auteurs de ces tracés monumentaux. À cette incertitude s'ajoute une autre évidence, la complexité du plan d'ensemble. Les géoglyphes ne forment pas un assemblage hasardeux de quelques figures éparses, mais un réseau d'une densité et d'une précision étonnantes. Lorsque l'on observe les relevés cartographiques, on distingue un enchevêtrement de lignes droites qui se croisent, s'alignent ou convergent vers des points précis, formant un véritable maillage géométrique. Tout cela témoigne d'une conception cohérente, d'une vision d'ensemble difficile à concilier avec l'idée de dessin improvisé. Une telle organisation rend hautement improbable l'hypothèse d'un simple hasard. Les lignes de Nazca composent un plan d'une ampleur qui suppose une intention claire, même si celle-ci nous échappe encore. Certaines collines de la région révèlent par ailleurs une singularité troublante. Alors que les reliefs voisins s'élèvent naturellement en pente régulière jusqu'au sommet, certaines montagnes paraissent au contraire avoir été tranchées nettes, leur sommet remplacé par une surface parfaitement plane. Or, l'idée même d'aplanir un sommet rocheux interpelle. Comment imaginer qu'un peuple primitif ait pu entreprendre de couper une montagne entière? L'ampleur d'un tel travail défie l'entendement. Plusieurs chercheurs et expérimentateurs ont tenté de reproduire les tracés de Nazca afin de mesurer leur faisabilité technique. Dans les années 80, John Nickel parvint à recréer un condor de plus de 100 mètres de long à l'aide de piquets et de cordes,
Et plus tard, avec l'appui du National Geographic, il réalisa une araignée grandeur nature selon le même procédé. D'autres comme Jim Woodman et Julian Knott ont choisi une approche différente. En 1975, ils firent voler une montgolfière artisanale construite avec des matériaux rudimentaires pour tester l'idée qu'un point de vue aérien ait pu exister dès l'Antiquité. Ces essais attirent l'attention, mais leurs limites sont évidentes. Nickel travailla sur des terrains étrangers à Nazca, sans contrainte de relief ni de densité du réseau. Il prouva la possibilité d'une figure isolée, non la planification d'ensemble. L'expérience du ballon, quant à elle, ne repose sur aucun indice archéologique direct, attestant de l'existence d'aéronefs dans la culture locale. Dès les premières études, les chercheurs ont tenté d'expliquer l'utilité de ces tracés monumentaux. Paul Kosok et Maria Reich ont vu dans certaines lignes un vaste calendrier astronomique. Selon eux, certaines orientations coïncideraient avec le lever ou le coucher d'astres au solstice et certains animaux figureraient des constellations. Cette hypothèse a marqué les esprits, mais elle se heurte à une difficulté. Les lignes sont si nombreuses et si variées qu'on peut toujours trouver un alignement fortuit sans pour autant démontrer une intention précise. D'autres chercheurs ont proposé une interprétation plus ancrée dans le contexte local. Les lignes auraient été liées à des rites en rapport avec l'eau, ressource vitale dans cette région désertique. On suggère que les tracés aient servi de chemin processionnel, parcourus lors de cérémonies destinées à invoquer la pluie ou la fertilité des terres. Mais là encore, aucune preuve matérielle ne vient confirmer avec certitude cette lecture. Plus récemment, certains archéologues ont avancé l'idée que les géoglyphes pouvaient délimiter des territoires ou indiquer des sources d'eau souterraines, mais ce ne sont toujours que des hypothèses invérifiables. En réalité, aucune interprétation n'a réussi à s'imposer définitivement. Chaque théorie repose sur des indices partiels, des recoupements ou des conjectures, mais aucune n'explique l'ensemble des tracés. Surtout, l'idée de chemin processionnel ou de tracé rituel se heurte à une contradiction majeure. Depuis le sol, les géoglyphes sont pratiquement invisibles. On ne perçoit qu'un sillon clair ou quelques pierres déplacées, jamais l'ensemble de la figure. Pourquoi alors déployer tant d'efforts pour créer des œuvres gigantesques impossibles à lire par ceux qui les parcouraient ? Si le but avait été uniquement humain, de simples motifs de quelques mètres auraient suffi. De plus, certaines lignes droites s'étendent sur plusieurs kilomètres, en traversant collines et vallonnements, ce qui suppose une précision impossible à obtenir avec de simples ficelles et piquets, sans instruments topographiques sophistiqués, ni vision aérienne. Enfin, la datation, comme nous l'avons déjà vu, est impossible. Dès lors, réduire ces tracés à de simples rituels revient à éviter la véritable énigme. Pourquoi concevoir un réseau géométrique aussi colossal, invisible aux hommes, si ce n'est pour qu'il soit contemplé depuis le ciel ? C'est dans les années 60 que les lignes de Nazca acquièrent une notoriété mondiale grâce au livre Chariots of the Gods, publié en 1968 par l'écrivain suisse Erich von Däniken. Dans cet ouvrage, traduit en de nombreuses langues et vendu à des millions d'exemplaires, il proposait une lecture radicalement nouvelle des grands monuments de l'Antiquité. Il rejette les explications archéologiques traditionnelles qu'il juge insuffisantes et avance l'hypothèse que la plaine de Nazca, lorsqu'on l'observe depuis un avion, évoque irrésistiblement un terrain d'aviation. Les lignes droites, les trapèzes et les figures auraient pu, d'après sa lecture, être conçues à partir d'un plan d'ensemble ou même sous la direction d'un engin aérien pour servir de signaux à des visiteurs venus du ciel. Von Däniken va jusqu'à suggérer qu'ils aient pu remplir une fonction explicite, indiquer un lieu d'atterrissage à des dieux venus d'ailleurs. L'auteur va jusqu'à imaginer qu'elles aient pu délivrer un message explicite. « Atterrissez ici », écrit-il en évoquant l'idée que les dieux eux-mêmes auraient utilisé ce désert comme espace de contact. Cette hypothèse largement diffusée par ses ouvrages et documentaires a rencontré un écho considérable auprès du grand public. Elle a contribué à faire des lignes de Nazca l'un des symboles les plus connus de la théorie des anciens astronautes. Un courant de recherche indépendant porté par le projet Nazca Solution avance une hypothèse singulière. Les lignes de Nazca formeraient une carte globale. Dans leur lecture, chaque ligne correspond à un grand cercle terrestre, donc un cercle dont le centre est le même que celui de la Terre. Si l'on place cette carte dans une projection gnomonique, c'est-à-dire une représentation plane où les grands cercles deviennent des droites, l'ensemble du plateau formerait un atlas planétaire. Leurs travaux identifient 5 centres radio à Nazca, chacun correspondant à une zone géographique précise. Les figures animales serviraient de repères écologiques, les lamas renverraient à l'ère andine, le singe araignée au bassin amazonien, le dauphin au fleuve Amazone, le colibri à l'Amérique centrale ou encore l'oiseau dit condor réinterprété comme un bécasseau-huilet aux côtes atlantiques. En projetant ces tracés comme grands cercles sur un globe, ils affirment que d'innombrables sites majeurs
Gizeh, Petra, Mohenjo-Daro, Angkor, Tiwanaku, Sacsayhuaman ou Rapa Nui, mais aussi des volcans et des cratères d'impact se trouvent alignés. Pour tester cette hypothèse, ils ont conçu des simulations statistiques comparant les alignements de Nazca avec des tracés aléatoires. Selon eux, la probabilité que ces concordances soient dues au hasard est extrêmement faible, ce qui est conduit à voir dans Nazca une carte terrestre globale gravée dans le désert. À mes yeux, les géoglyphes de Nazca appartiennent à cette catégorie d'énigmes qui fissurent le récit linéaire de l'histoire, tel qu'on nous l'enseigne. Ils ne se contentent pas de questionner, ils dérangent, car ils obligent à envisager que d'autres formes de connaissances, d'autres logiques de conception ont existé bien avant nous et se sont éteintes sans laisser d'explication. Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la fonction exacte de ces tracés, mais leur existence même témoigne d'un rapport au monde et à l'espace qui nous échappe encore. C'est précisément ce décalage, cette impossibilité de les enfermer dans une interprétation définitive qui fait des géoglyphes de Nazca un héritage universel et intemporel, et qui nourrit ma conviction qu'elles relèvent d'un champ de compréhension bien plus vaste que celui de l'histoire conventionnelle. Le Pérou semble avoir été choisi pour abriter une part disproportionnée d'énigmes archéologiques. Pourquoi ici et pas ailleurs trouve-t-on une telle densité de traces qui défie notre compréhension? La question reste entière, et c'est sans doute ce qui nourrit l'aura unique de ce pays incroyable. Dans quelques jours, je serai moi-même au Pérou pour filmer et partager avec vous de nouveaux contenus autour de ces énigmes qui continuent de défier le temps et notre savoir. J'espère que ce sujet vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si les mystères et anomalies historiques et archéologiques vous passionnent. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux où je partage régulièrement des contenus complémentaires à mes vidéos.